Bonsoir à tous. Comment la liaison entre Saint-Pierre et le col de Bellevue doit-elle traverser ou contourner la ville du Tampon ? Ce projet, dont les études ont débuté dans les années 80, aurait permis aux automobilistes d'éviter le centre-ville du Tampon. En 1995, le SAR, le schéma d'aménagement régional, approuvait le projet de la rocade sud. En 1998, la délégation d'utilité publique a été arrêtée par le préfet. En 2007, le conseil municipal du Tampon a émis un avis favorable à ce même projet. En 2008, le projet est donc définitivement abandonné. Les Mauriciens aurait été abandonné définitivement. En février 2018, le projet de la route des Géraniums a été soumis à un débat public. Mi-avril 2018, la région Réunion annonce le retrait ou la suspension du projet de cette route des Géraniums. Si dans un communiqué, le conseil régional justifie sa décision par l'absence des élus des villes concernées et une politisation du dossier au Tampon, de nombreuses familles vivent aujourd'hui dans l'angoisse de perdre leurs terres et leurs maisons lorsque le projet reprendra son cours. Ce soir, avec nos invités, nous allons aborder l'aspect humain de ce projet. D'autant que la contestation s'organise, une contestation qui espère profiter des municipales 2020 et des régionales de 2021, la politique in situ. Bonsoir à Sylvie Bruno. Bonsoir à Aurélie Dijoux. Bonsoir Antoine Fontaine. Bonsoir Eric Marvillier. Alors, ma première question, puisque Éric Marvillier de Saint-Pierre. Oui, Saint-Pierre, Ravine-des-Cabris, plus exactement. Ravine-des-Cabris. Oui. Et ce blog s'appelle comment encore ? Le site internet s'appelle www.non.re. C'est non à la route des Géraniums. C'est un collectif. D'accord. Alors, ma question, c'est aujourd'hui, cette route, elle intéresse plus Saint-Pierre ou le Tampon ? Elle intéresse aussi bien Saint-Pierre que le Tampon. Je pense un peu plus le Tampon, où il y a une bonne partie des tracés qui partent sur l'ouest et sur l'est. C'est plus sur le Tampon qui sont concernés. Mais la Ravine-des-Cabris, ligne des bambous, etc., on a quand même pas mal de personnes qui sont sur les tracés aussi. D'accord. Alors, à quel moment les tamponnés ont eu l'information comme quoi ce projet allait se mettre vraiment à commencer à être discuté, à voir les tracés ? À quel moment vous avez commencé, vous, à aborder ça ? Alors, avant le 10 avril, il y avait juste une poignée de personnes. Je crois que les réunions précédentes étaient dans les alentours de 50 personnes. Moi, je n'y étais pas présent. 20. 20 personnes. 20 pour la première. Voilà, donc 20 pour la première. Alors là, c'est-à-dire qu'on parle de début 26 février, exactement. C'est la première réunion de concertation, je crois. Voilà, Oui. c'est ça. Et sachant que les deux derniers ont été annulés. Tout à fait. Les deux derniers ont été annulés. Alors là où il y a eu vraiment une explosion de personnes qui sont venues, c'est lors de la réunion du 10 avril à l'Université du Tampon. Comme ils avaient atteint maximum 50 personnes, donc ils avaient prévu un amphithéâtre de 120 personnes au cas où, et on a débarqué à plus de 500 personnes. Alors, on va essayer de faire ça dans une forme de chronologie d'abord. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est ce que j'ai retrouvé comme document sur Internet, c'est la rocade sud, tel que à l'époque, il devait être réalisé, du moins dans le projet. Alors voilà, vous avez le document. Vous voyez pourquoi je vous disais que c'était une contournante et non pas autre chose, par l'est, apparemment. Au départ, c'était ça que vous avez vu, vous, au projet de la rocade sud ? Non, Non, je pose la question. Non, pas du tout. Non, la rocade sud, vous, ça vous parle pas ? La rocade sud, si vous voulez, ça a été un projet qui a été abandonné dès 2008. De 2007, officiellement, conseil municipal, donc émis un avis favorable. Mais ensuite, la municipalité du Tampon, où il y a eu un changement de maire, décide d'abandonner le projet de rocade sud. Alors, si juste pour la chronologie, il faut savoir qu'à l'époque, donc, à la région, le président, c'est Paul Vergès, que Didier Robert succède vers 2006, je crois, à André Tianakoun, à la mairie du Tampon. Donc le projet se poursuit, parce qu'il y a un phasage qui est fait, je crois, à ce moment-là, avec la région.
le tampon est d'accord sur ce qui se met en place au niveau de la région. En 2008, Didier Robert, et cette fois-ci, conduit la liste au municipal. Il gagne haut la main, d'ailleurs, et ce qui fait que, d'ailleurs, il gagne dès le premier tour, haut la main. Et c'est lui qui, après, finalement, il fait un conseil de citoyens qui est favorable au projet donc, de la rocade, mais quelques temps plus tard, il fait un conseil municipal qui émet un avis défavorable. Défavorable, tout à fait, pour stopper le projet. Et c'est là que le préfet donc, annonce finalement que ce projet doit être arrêté, et la DUP s'arrête aussi, parce que la DUP, la délégation d'utilité publique, avait à ce moment-là plus de 10 ans. Tout à fait, oui, c'était impossible de la proroger au-delà. Ils l'ont prorogé quelques mois, mais après ils ont vu que c'était inutile, donc ils l'ont arrêté. Donc ça c'était pour la rocade sud, donc 2007 c'est la fin, ou 2008 à la rigueur. C'est la fin, donc en 2008 le projet est effectivement, Antoine Montaine, en 2008 le projet est définitivement abandonné. Est-ce que à ce moment-là la rocade sud vous parlez à vous? Non, la rocade sud, si vous voulez, moi je suis informaticien, je travaille sur Internet, et donc ma tête est tout le temps sur mes ordinateurs, et donc je m'occupe de mes clients qui sont des professionnels. Je n'avais jamais entendu parler de cette rocade-là, parce que je pense ne jamais être intéressé par ce projet-là. Là, d'après les images que je viens de voir, apparemment c'est plutôt une contournante vers l'ouest, tout à fait. ce que j'ai vu là, qui rejoindrait en fait la Châtoire, on passerait par la Châtoire. Et arriverait au pied de la tour. Et arriverait au pied de la tour si on est dans le sens descendant. Voilà. Ouais. En fait, il fallait éviter surtout les zones les plus... Quand on regarde le tracé, il évite un peu les zones les plus habitées. Oui, voilà. Alors, mais alors, est-ce que vous avez été au courant des études menées par la région depuis sur cette route des Géraniums? Ce qu'on appelle aujourd'hui la route des Géraniums. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait, je pense, pour être informé de ces projets-là... Un petit clin d'œil. Il y a au tampon une route qui s'appelle la route du Géranium déjà. J'espère qu'on n'aura pas de confusion. Je me suis rendu compte qu'il y a une route qui s'appelle du Géranium. Tout à fait. Il y a déjà une route qui s'appelle la route du Géranium. Ouais. Il faut savoir qu'on cultive plus le géranium en plus au tampon depuis très longtemps. Donc, en fait, il fallait suivre, je pense, les élections qui ont eu lieu dans ce laps de temps entre 2008 et jusqu'à aujourd'hui, puisque ce projet de liaison apparaît effectivement dans un certain nombre de programmes politiques de l'époque. Donc après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément d'informations à ce sujet, mais donc on découvre aujourd'hui que la région Réunion y travaille au moins depuis 2010. Ouais. C'est les informations que nous avons eues à l'occasion des différentes réunions sur le débat public qui a été organisé autour de ce projet. Et donc c'est vrai que beaucoup de personnes se sont retrouvées un peu dans la situation mise devant le fait accompli en fait. Rilou, comment vous avez découvert que ce projet allait exister au tampon? Je l'ai connu par mon mari. Il a eu un appel l'après-midi et le soir même il partait à l'université, à La Réunion. Donc j'étais outrée quand j'ai connu ça. Il m'a expliqué que le tracé passait sur ma maison, ça m'a choqué. Ça fait quoi de découvrir que c'est un des tracés qui passe? Oui, il y a un des tracés, oui. Qui passe. Ça fait quoi on ressent quoi quand on découvre que demain, si c'est le tracé qui passe sur la maison qui est retenu, ça fait quoi? On pense à quoi? À l'expropriation tout de suite? Oui, l'expropriation, oui. Et où c'est qu'on va être après? Sur quoi on va être logé? Où ça? Dans quel secteur? C'est un souci, c'est une angoisse. Et depuis quelque temps, comment on vit cette angoisse-là? Apparemment, elle est permanente. Elle est permanente, oui. C'est inquiétant. On n'est pas rassuré, on ne sait pas comment réagir, quoi faire. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de décortiquer un petit peu le projet. On va commencer par regarder les deux villes qui sont concernées par les deux villes qui sont concernées donc par ce projet. Vous avez donc, ça part du col de Bellevue jusqu'en bas, jusqu'à Saint-Pierre. Ravine-des-Cabris, Éric Marvilliers, c'est ça? Oui. Voilà, donc vous avez la carte, donc vous avez la partie concernée. Et ça, on le voit pas. On parle beaucoup du tampon, mais on parle pas de Saint-Pierre.
On parle beaucoup du tampon parce que dans la presse, c'est un petit peu le sujet qui a été un petit peu vraiment le plus parlé, enfin, on va dire. Les deux personnes qui font partie du projet, en tout cas qui ont lancé le projet, le maître d'ouvrage et puis un membre tiers, ont parlé surtout du tampon, voilà, parce que on sait très bien, ils visent les municipales du tampon pour les prochaines municipales. Alors, ça a été très politisé. On va éviter ça pendant une bonne partie de cette émission-là. On parlera de la politique à la fin, histoire de quand même de ne pas ignorer que c'est un débat qui est devenu très politique. Alors, deux villes concernées. Alors, est-ce que la position du maire du tampon aujourd'hui vous est favorable ou on a vu son communiqué après le communiqué de Taï Bassir où il disait qu'il a eu raison de ne pas se mêler de ça. Est-ce que c'est la bonne posture ? Je ne sais pas si c'est la bonne posture de se dire que lorsqu'on est un maire d'une collectivité qui sera touché par un projet quand même gigantesque, de se dire que c'est pas notre projet et donc on ne s'en mêle pas. C'est vrai que je ne sais pas comment les citoyens du tampon ont pu percevoir le fait qu'il n'y ait pas eu de position de la commune du tampon sur le projet, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant de se dire que on est dans un territoire où finalement les élus qui ne portent pas forcément un projet, même si ce projet est réalisé sur leur commune, s'en désintéressent complètement. C'est vrai que c'est assez étrange comme attitude. Éric Mainvilliers, est-ce qu'il y a eu, de la part du conseil municipal de Saint-Pierre, quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu des informations qui sont venues jusqu'à la ravine des Cabris ? Pour le moment, non. En tout cas, ça fait 1 mois que je travaille sur le dossier maintenant, 1 mois que je suis au courant de ça. Et ni dans la presse, ni ailleurs, je n'ai trouvé d'informations de la part d'un... Il n'y a eu aucun positionnement donc, du conseil municipal ou du maire de Saint-Pierre Pas de ce que j'ai entendu en tout cas. Ni entendu, ni lu, ni trouvé. Donc, voilà. D'accord. On va regarder les projets de tracé de la route de Géranium. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les propositions, parce que ce sont des propositions de tracé. Et apparemment, c'est ce qui... Voilà, vous avez à l'écran donc les propositions de tracé. Il y en a... En fait, on dit qu'il y en a 6, si on compte effectivement. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y en a 6, c'est des petits bouts, parce que ça se rejoint. 4 réels et... Voilà, 4 assez importants, et puis les 2 qui sont des portions de cette... alors, voilà la deuxième, la vue en gros plan, le tracé en gros plan. Qu'est-ce qui surprend dans ce... Ce qui m'a surpris, c'est j'ai entendu les gens dire que c'est une aberration de proposer 6 tracés. Pour vous, c'est une aberration d'avoir proposé autant de tracés ? Si vous voulez, oui, c'est un peu étonnant. On se demande si vous voulez pas... on va encore aborder le terrain politique, mais bon, c'est peut-être pas le moment. Non, pour nous, oui, c'est vraiment une aberration parce que par l'Est ou par l'Ouest, je pense qu'il faut choisir déjà. Je sais que... Alors, on va juste rappeler que dans le projet, dans le document que la région a mis en ligne, il y a la variante Est, il y a la variante Ouest et il y a la variante Est-Ouest. Oui. Donc, c'est pour rester technique. Mais quand on regarde, quand vous, du tampon, vous voyez ça vous pensez à quoi finalement ? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'ils ne savent pas ou est-ce qu'ils vous laissent le choix du tracé pour vous ? Non, je pense que dans la présentation des différents tracés, on le voit quand même plus ou moins ce qui se dessine, parce qu'il y a quand même un certain nombre de comparatifs qui est avancé, d'avantages et d'inconvénients entre les différents tracés. Et très honnêtement, même si aujourd'hui il semblerait qu'il y ait une préférence pour le tracé Est de la part du porteur de projet, quand même lorsqu'on lit le dossier d'enquête, on voit bien que le tracé qui passe à l'ouest du tampon, donc c'est-à-dire par la zone peut-être qui est la plus habitée, qui sera
davantage touchés par les expropriations, on voit bien que ce tracé-là, finalement, il y a tous les clignotants qui sont au vert pour dire que celui-là, il présente le meilleur coût financier, il permettra de résoudre les problèmes de circulation, parce que on parlait quand même d'aberration tout à l'heure. Si on parle d'aberration, il faut revenir quand même à la première aberration, qui est le motif de cette route qui est censée résorber des problèmes de circulation qui sont réels, qui existent nonobstant sur toute la Réunion, dans le tampon, sur Saint-Pierre, mais qui montrent à quel point finalement, depuis, vous parliez en introduction, c'est un projet qui date des années 80, on est aujourd'hui en 2018, ça veut dire que la Réunion a évolué, s'est développée entre-temps, et que les politiques, pour certains qui sont en place là depuis des décennies, n'ont jamais anticipé cette évolution et le fait que une population, pour aller travailler, pour aller se nourrir tout simplement, elle a besoin de se déplacer. Et comment elle se déplace, cette population? La seule option qui a été choisie depuis toutes ces années et qui est toujours la même encore aujourd'hui à La Réunion lorsque l'on aborde la politique des déplacements, c'est les routes, parce que c'est la voiture qui est mise en avant. Donc c'est vrai, quand on voit ce tracé, ces propositions de tracé, ces 6 tracés, on voit bien que la seule opportunité finalement de se déplacer à La Réunion, dans la vision qui est celle des élus de La Réunion, c'est uniquement la voiture. Et c'est vrai que la carte que vous avez montrée tout à l'heure, c'est une aberration de voir que finalement on fait des tracés comme si ce territoire était complètement vierge, qu'il n'y avait personne qui y vivait, et même au-delà, s'il y avait personne effectivement qui y vivait, de se dire qu'on est prêt à détruire finalement sur le plan environnemental presque 24 km des pentes de La Réunion. Vous imaginez un peu la tâche vue du ciel de ce que peut représenter un tel projet, un tel chantier. Alors que on parle à La Réunion de protection de l'environnement. Je n'entends pas un seul élu de La Réunion qui n'a pas ce mot à la bouche, protection de l'environnement tous les jours, même à la télé et partout, tout le temps, on entend protection de l'environnement, et on nous sort un projet de route comme ça qui, sur le plan environnemental, est une aberration. Sur le plan humain, est une aberration. Sur le plan financier, est une aberration aussi. La question, je vais être malicieux, je vais vous poser cette question-là. Si vous deviez choisir un tracé, quel tracé vous préfériez? La route nationale actuelle. Moi, ils sont pas fans de la politique. On est dans un débat. Non, pas de route. Il a raison. Il a raison, Eric. Je suis d'accord avec lui. C'est l'enjeu aujourd'hui, pas de route du tout, parce que on ne veut pas. J'ai déjà le réseau routier. Oui, tout à fait. Il y a des problèmes de circulation. Attends, déjà arranger le réseau routier qui est déjà existant. Ça suffirait? Oui, d'après un mettre monsieur. des ronds-points, oui. Déjà, si vous voulez, lorsqu'il y a un peu de pluie, on va reprendre un petit peu ce qui se passe sur l'Est là. Lorsqu'il y a un petit peu de pluie, lorsque les radiers sont inondés, les personnes qui habitent entre les radiers, eux aussi payent leurs impôts. Ouais. Eux aussi, l'argent qui va être utilisé dans ce projet-là, c'est leur argent aussi qui va payer ça. Donc pourquoi est-ce que ces personnes-là ne pourraient pas en profiter justement? Il faudrait déjà, comme ça avait été annoncé, retravailler ce qu'on appelle le réseau routier bis. Repasser sur les endroits où il y a besoin de sécurité, où il y a besoin d'améliorer la circulation, mettre des ronds-points à certains endroits stratégiques. Tout ça, ça s'étudie et ils ont les compétences là-bas à la région pour l'étudier. Mais 24 km d'autoroute, peut-être que c'est mieux. En tout cas, améliorer le réseau routier bis pour permettre justement, si quelqu'un bouche la route nationale 3, on ne sait pas, peut-être qu'un jour ça peut arriver, que les autres réseaux puissent avoir de la circulation. Pourquoi chercher à amener des personnes sur le col de Bellevue depuis Saint-Pierre alors que le réseau justement actuel n'est pas encore optimisé, on va dire. Donc finalement, comme je dis, si vous deviez choisir entre ces tracés, vous n'en voulez aucun finalement. Absolument. Ça c'est clair aujourd'hui, vous êtes unanime, vous ne voulez aucun tracé. Je vais vous donner des arguments pour ça. Ça ressortait également lors des débats. Je veux dire, il faut pas, on n'est que 4 aujourd'hui, mais bon, dans les 500 personnes qui étaient présentes, je veux dire, c'est ce qui ressortait. Pas de route, qu'il y avait d'améliorer le réseau actuel, tout simplement.
Oui, Eric Marville. Je voulais donc vous donner quelques arguments pour vous montrer que cette route-là, de toute façon, après avoir étudié, avec les documents fournis par le maître d'ouvrage, donc la région, que c'est un projet dont l'utilité n'est pas démontrée. Pourquoi ? Parce que, alors si vous voulez, le gros point noir, ce qu'on veut, c'est améliorer la circulation entre Saint-Pierre et le col de Bellevue. Et éviter le passage par le centre-ville du Tampon. Alors, ce que j'ai vu comme article sur le site de la région c'était Réunion, la première démarche si on revient à la rocade sud, c'était au départ, c'était d'éviter de traverser le centre-ville du Tampon. pour objectif de fluidifier la circulation tampon. Donc, l'objectif principal, on en est bien d'accord, c'est de fluidifier la circulation tampon. Et ça, nous aussi, on veut que ça se passe comme ça. Maintenant, la solution qui nous est apportée aujourd'hui, n'est pas pertinente. Alors, si vous voulez, donc l'amélioration de la route nationale 3, on va parler un petit peu de technique, on a 52 000, 55 000, moins de 55 000 passages de véhicules par jour à l'entrée sud du tampon, à l'arrivée de la tour des Azalées. Au col de Bellevue, on a moins de 5 500 passages de véhicules par jour. D'accord. Donc on a déjà une perte de 90%. Déjà, pourquoi chercher à ramener des personnes jusqu'au col de Bellevue pour une utilité de 10% à peine ? Alors, je vais répondre à cette question-là, Oui. parce que c'est dans le projet de la rocade sud, et ça vous le savez, ça m'étonnerait que vous l'ignorez. La question d'amener la route jusqu'au col de Bellevue, c'est pour pouvoir ensuite remettre en place un projet d'une route, ce qui était à l'époque la route des Goyaviers, de faire une 4 voies entre le col de Bellevue et Saint-Benoît. Ça, vous l'ignorez pas, bien sûr. Non, on n'ignore pas. Tout à fait, oui, c'est un projet qui existe, qui est dans les tiroirs depuis... Ils l'ont remis dans le tiroir. Voilà. Ils l'ont ressorti, après ils l'ont remis. Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que l'ambition aussi derrière tout ça, parce qu'au-delà de la fluidification de la circulation, qui est nécessaire, il faut bien le répéter. Les gens qui ont participé à toutes ces réunions l'ont dit, qu'il y avait nécessité à fluidifier cette circulation. Mais l'un des objectifs aussi qui est clairement annoncé dans le projet, dans le dossier qui a été remis à un certain nombre de personnes, c'est l'ambition touristique derrière. Ça a été répété à plusieurs reprises, et même ça a été avancer davantage que la fluidification de la circulation pour les Réunionnais, c'est que il nous a été dit très exactement que les croisiéristes, les tour opérateurs, pour que la destination touristique de la Réunion se développe, demandent à ce qu'il y ait un accès facile dans la journée au volcan, parce que lorsque le touriste arrive au port dans son bateau de croisière, il doit pouvoir faire dans la journée, voir le volcan et repartir ensuite sur son bateau de croisière. C'est quand même ça a été répété à plusieurs reprises aussi. D'accord. Dans les débats, on a même entendu qu'ils voulaient construire 1 ou 2 hôtels sur le site, au niveau de l'arrivée, pour que... Tout ça est acté complètement. Ouais. Il faut s'intéresser un peu aux documents d'aménagement de la Réunion. Vous aviez évoqué le SAR tout à l'heure, mais il y a aussi la charte du Parc national de la Réunion. Et également le SRITT, je crois, le schéma régional, le SRIT, schéma régional des infrastructures et des transports. Bon, tout à fait, et dans lequel, effectivement, dans la charte du Parc national, il est prévu de développer en plein cœur du Parc national, dans des sites naturels, d'y construire ce que le Parc national appelle, et ce que les autorités locales aussi appellent un éco, parce que ça fait mieux, ça fait écologique, Lodge, donc qui est un hôtel tourisme haut de gamme, un hôtel de luxe, dans lequel pourront venir séjourner ces riches touristes en mal de dépaysement, au détriment, je pense, des Réunionnais, au détriment de l'environnement. Et donc c'est vrai que l'ambition touristique de ce projet de route des Géraniums, il est clairement affiché dans ce sens-là. Alors, je reviens là-dessus. Ça, c'est l'aspect. Et c'est vrai que dans le dossier, pour argumenter, les argumentations au niveau socio-économique sont multiples. Comment développer cette partie de la Réunion? On le voit depuis 2010. On a vu aussi dans les articles de presse que il y a besoin de créer des emplois. Alors, puisqu'on parle sur le niveau économique, il y a d'abord, en fait, la rocade sud, à l'époque, lorsque Paul Vergès était président de région, était à hauteur de 100 millions.
c'était 100 millions. Le projet aurait coûté 100 millions. Aujourd'hui, cette route des géraniums, le chiffrage l'amène à hauteur de 583 millions d'euros hors taxe. D'accord, on est donc à 600 millions d'euros. Avec tout ce qui va se passer, on va facilement le chiffrer à 700 millions. Je pense qu'on peut partir sur du milliard, du demi-milliard. On veut parler directement en demi-milliard ou en milliard, parce qu'avec le projet de route, nouvelle route du littoral, on voit très bien que c'est le chiffre c'est le thème qui convient le mieux. Donc un demi-milliard, minimum un demi-milliard d'euros. Donc 583, c'est déjà un peu plus que d'un demi-milliard. Oui, voilà, on dépasse bien. Donc, alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est économique également. La route du littoral a été posée, la question a été posée de dire que cette route allait créer de l'emploi, créer de l'activité et créer de l'emploi. Donc, de nouveau, cette question va venir dans le débat. Est-ce qu'il faut faire cette route pour aussi créer de l'emploi, développer le tourisme, créer l'activité économique? Cette question se posera. Mais je reviens à ce que je disais sur cette route. Il y a une question qui est importante. Vous proposez des aménagements pour une fluidification, mais non pas ce projet-là. Ça, c'est votre position aujourd'hui. Oui, voilà. On attend des solutions alternatives. Déjà, de préférence, s'ils pouvaient améliorer le réseau actuel. Et ensuite, comme ils l'annoncent aussi dans leurs documents, préférer des transports en commun, des modes doux, on appelle ça des transports en mode doux, et quelque chose d'un peu plus écologique. Alors, je vais amener le débat dans le sens des invités. Au départ, ils disent qu'il fallait 600 mètres de solution pour le problème aurait été juste trouver 600 mètres pour pouvoir permettre aux voitures de contourner quelque chose. Aujourd'hui, la solution est de 24 à 25 km. C'est ça que vous trouvez qui est l'aberration, c'est-à-dire que il faut pas faire une route, mais trouver des petites solutions pour pouvoir trouver des voies de délestage. Alors, pour bien préciser, aujourd'hui, en fait, on ne parle plus de 600 mètres d'anciens 600 mètres de solution, mais de 600 mètres de problème. En fait, sur le document de la région, le plan qui a été fourni par la région au niveau des circulations, on a des petites couleurs, des traits de couleur pour montrer la densité des véhicules qui passent sur le réseau, sur la RN3 très particulièrement. Et on se rend compte que à l'entrée sud du tampon, donc toujours cette tour des Azalées, et jusqu'à la tour de Chandelle, enfin le rond-point Chandelle, pardon, on a 600 mètres de séparation entre ces deux ronds-points-là. Et c'est ces deux ronds-points-là, en fait, qui forment un carrefour principal, un carrefour presque indétournable, on va dire, incontournable, pardon, où on rejoint l'ouest du tampon, le centre-ville du tampon, le nord en passant par la RN3, et l'est du tampon. Sachant que juste avant ce carrefour-là, on a déjà une voie de sortie pour aller par la ligne des 400 sur le tampon un peu plus éloigné, donc à l'ouest, et par le parcours de santé pour le tampon qui est un peu plus éloigné à l'est aussi. Donc, on se dit déjà que si les gens continuent à aller jusqu'à ce carrefour, c'est qu'ils sont dans la région soit proche, soit continués par la route nationale 3. Et ce carrefour-là, on voit qu'on perd déjà 50% du trafic en continuant sur la route nationale 3. C'est-à-dire que vraiment, donc, il y a un maximum de personnes qui se diffusent dans le centre du tampon. Et aujourd'hui, donc, ces 600 mètres de séparation entre ces deux ronds-points qui forment le carrefour, on nous propose justement, une route, comme vous l'avez dit, de 24 km. Donc, 600 mètres de problème, aujourd'hui 600 mètres de problème, 24 km de solution. C'est extraordinaire. Et en plus, ça va même pas résoudre les problèmes de circulation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 10% de la circulation qui arrive à cet endroit-là qui va peut-être se retrouver au niveau du col de Bellevue. Donc c'est inutile d'une part, et deuxièmement, c'est extraordinaire de voir qu'on peut mettre 24 km de route pour ne rien résoudre. J'ai un exemple pour ça, c'est comme si vous preniez une feuille A4 blanche, que vous voulez la peindre, et vous prenez 500 litres de peinture blanche, 50 tonneaux, 50 pots de peinture, et vous videz dessus. Et à la fin, votre feuille sera bien blanche. Autour, il y aura plein de peinture. L'endroit où ça a été fait, ça sera complètement dégueulasse. Ça sera irrécupérable. Mais votre feuille
Elle sera blanche. Et puis, en plus, cette peinture, elle a été payée avec votre argent. Et avec notre argent. C'est extraordinaire. Pour reprendre une autre image, c'est comme si on prenait un marteau pour écraser un moustique, quoi, en fait. La réponse est pas du tout adaptée. La réponse n'est pas adaptée, mais apparemment, selon vous, elle est disproportionnée. Elle est complètement disproportionnée au problème. On a évoqué déjà le fait qu'il fallait améliorer le réseau secondaire. Quand même, quand on se promène à La Réunion et qu'on regarde un peu dans toutes les villes, que ce soit Saint-Pierre, le Tampon, mais toutes les autres communes de La Réunion, hein, le réseau secondaire, c'est quand même une catastrophe. Et on l'a vu avec les derniers événements climatiques qu'il y a eu ici à La Réunion. C'est encore pire aujourd'hui, ce réseau secondaire. Donc, ce qui fait que, effectivement, peut-être les personnes qui vivent dans les écarts déjà ont beaucoup de difficultés à accéder à leur logement, puisque ça a été dit aussi, c'est que le problème, c'est un problème d'habitat diffus. Il semblerait que nos politiques voient le fait que les personnes qui habitent dans les Hauts, qui aient fait ce choix d'habiter dans les Hauts, soit un problème de cet habitat diffus, puisqu'il faut aller chercher pour leur permettre de revenir comme ça sur les axes principaux. Eric l'a dit, les deux points noirs qui existent. Aujourd'hui, il y a quand même des ingénieurs qui travaillent sur ce projet, qui n'est pas pensé ne serait-ce qu'à construire des ouvrages à ces endroits-là, parce qu'on a concentré en fait les flux de circulation sur deux points. Forcément, à un moment donné, c'est évident que il génère des embouteillages, et le fait de créer des routes supplémentaires, peut-être que dans l'instant T, il va effectivement permettre de fluidifier la circulation. Mais si derrière, il n'y a jamais d'alternative de proposer que la voiture, que les routes, et ben une route supplémentaire, c'est un appel d'air supplémentaire à la voiture. Et derrière tout ça, ça représente un coût aussi pour les personnes. De se dire qu'aujourd'hui, le seul moyen qu'elles aient de se déplacer à La Réunion, c'est d'utiliser la voiture. Et que si on n'a pas de voiture, on ne peut pas travailler à La Réunion. Ça représente un coût financier considérable entre les impôts que payent les personnes. Parce que derrière aussi, il ne faut pas oublier, c'est que derrière tout ça, il y a des enjeux financiers de collecte d'impôts, puisque la voiture, c'est de l'essence. Et l'essence, elle est taxée aujourd'hui, l'essence ou le diesel d'ailleurs, est taxée au niveau régional pour faire rentrer dans les caisses de l'État de l'argent pour construire des routes. Donc c'est un espèce de cercle vicieux comme ça. Et c'est vrai qu'après, il y a une autre problématique sur laquelle on n'a jamais réfléchi non plus beaucoup et qui ne demande pas forcément des investissements financiers considérables, c'est de se rendre compte tout simplement de la situation qui est la nôtre aujourd'hui à La Réunion et les rythmes qui sont celui des Réunionnais. La Réunion, je dirais, est à peu près calée sur le même rythme. Tout le monde fait les mêmes choses en même temps. Tout le monde va à l'école en même temps. Tout le monde va au travail en même temps, pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail. Tout le monde sort de l'école aux mêmes horaires, sort de son travail aux mêmes horaires, va faire les courses en même temps. Et c'est vrai qu'il y a eu des politiques qui ont été menées dans certains endroits, et notamment, je pense à l'Italie, qui ont mis en place une analyse de ces temps, de la raison pour laquelle les gens, à un moment donné, sont obligés de se déplacer. Et comment ils se déplacent et comment répondre à ces déplacements. Les Italiens ont appelé ça des politiques temporelles. C'est vrai que c'est un aspect qui est assez intéressant, parce qu'on est à une époque où on dit que le temps c'est de l'argent. On se rend bien compte qu'à La Réunion, on perd beaucoup de temps dans la voiture, on perd beaucoup de temps dans les embouteillages, et de réfléchir justement à comment pouvoir influencer finalement ces prescripteurs qui obligent que, à un moment donné, nous soyons obligés de nous déplacer pour déposer, par exemple, les enfants à l'école, pour aller au travail, et de permettre de fluidifier la circulation en jouant sur les horaires. Tout simplement, mais pour ça, c'est vrai qu'il faut une analyse de ce type de comportement, et ce sont tout à fait des solutions qui pourraient être mises en place avant d'envisager ce type de projet. Alors la question, on a fait une demi-heure d'émission, ma question c'est, et on va pendant un quart d'heure on va parler de sociologie, après on va parler de politique, ma question c'est, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez vous pour pouvoir j'allais dire, influencer ce qui va se passer? Comment vous pouvez peser sur ce débat et comment vous allez peser sur ce débat? Bien, de notre côté, nous, on a monté un collectif. Ça a été monté pendant la dernière réunion du débat public, où on a fait... la plupart des personnes sont concernées vraiment par les expropriations. Donc, ça a été un peu facile, on va dire, de récupérer des signatures pour signer. Combien de personnes aujourd'hui sont concernées? Ça va être un chiffre un peu, j'allais dire, fantaisiste, parce qu'il y a 6 tracés, et comme il faudra prendre en compte
tous ceux qui sont sur les tracés, ça fait combien de personnes aujourd'hui? Menacés, hein, le terme c'est vraiment menacé. Combien de personnes sont menacées aujourd'hui d'être expropriées? Il y en a plus de 10 000. C'est-à-dire qu'il y a plus de 4 550 constructions qu'on a comptées sur les plans qui sont eux trop anciens pour être à jour des nouvelles constructions. Donc je pense qu'on peut passer à 5 6 000 voire 7 000, mais comme il y a 2,5 personnes peut-être par famille hein, à La Réunion, on dépasse allègrement les 10 000 personnes qui sont menacées. Combien de maisons sont sur les tracés? Dans les maisons, enfin comme je dis, il y a 4 550 constructions comptées manuellement sur une carte trop ancienne. Donc de familles, on ne peut pas exactement savoir combien, mais on sait qu'il y en a des milliers. D'accord. Alors ma question, c'est justement, je reviens à ce que je vous disais, c'est comment allez-vous peser sur ce débat? Comment allez-vous expliquer à la région, puisque c'est la région qui est maître d'œuvre de ce projet, comment allez-vous expliquer à la région que voilà ce que vous souhaitez? Éric Marvier avait la parole, je voudrais quand même nous, aujourd'hui, on a envoyé un courrier hein, il y a deux jours, enfin vendredi la semaine dernière, on a envoyé un courrier pour demander un rendez-vous justement pour lui expliquer, enfin pour l'alerter sur le fait qu'il y a aujourd'hui, comme il a abandonné le projet dans l'État, ensuite ça a été confirmé dans la presse que le projet était gelé en attendant un nouveau maire sur le tampon. Pendant 2 ans, nous, les personnes qui sont sur les tracés, même les agriculteurs, on est dans une angoisse qui va durer 2 ans. Pendant 2 ans, on ne sait pas s'il faut qu'on vende nos terrains, nos maisons, nos constructions, si il faut qu'on continue à améliorer. Il y a des personnes qui ont des crédits qui viennent de construire leur maison. Il y en a d'autres qui sont encore en train de construire leur maison et qui ont des crédits de 25 ans qui les attendent. Donc on veut essayer de le rencontrer diplomatiquement, hein, tout simplement, pour lui exposer le problème et de lui demander d'éclaircir la situation, parce que garder les gens sur une certaine souffrance pendant 2 ans, c'est il y a un terme pour ça, mais c'est pas tolérable, quoi. C'est pas tolérable. Et le mot que voulait dire Éric Marvier, c'est la torture. ou du sadisme, peut-être encore, peut-être. Ah, ça va plus loin, effectivement. Voilà. Donc je pense pas que ce soit à ce niveau-là, mais voilà, il juste lui dire que voilà, il y a 2 ans, c'est pas possible qu'on puisse attendre. Oui, il joue 2 ans jusqu'au municipal. Comment ceux qui sont menacés aujourd'hui vont agir? Comment vous allez peser dans le débat? Vous allez avoir 2 tribunes. Vous allez avoir les municipales de 2020. Vous aurez les régionales de 2021. Comment allez-vous faire entendre votre voix sur ce que vous voulez pour vous au tampon? Comment vous allez rentrer dans ce débat? Aller directement à la région. Hein. Aller voir directement le président de région, lui expliquer? Lui expliquer, veut dire que c'est pas possible d'attendre 2 ans. Il faut qu'il donne une réponse tout de suite définitive, avec un papier certifié. Ça veut dire que sinon il va y avoir la somatologie va jouer et que les maladies... Je pense que la population va pas être d'accord non plus. Il y aura des manifestations, il y aura... Définitif en quoi, Aurélie, excuse-moi, mais je veux dire dans quel but? C'est-à-dire de nous dire quel tracé exactement il prévoit ou Non, aucun tracé. Aucun tracé. Aucun tracé. D'accord, on est bien d'accord. Oui, voilà, qu'il améliore déjà ce qui est déjà sur le réseau routier. D'accord. Parce que quand on entend, je veux dire, par rapport à ce qui a été dit, hein, je veux dire, on dit que vers l'Est, il y aura moins d'expropriation. Donc, je me mets à la place aussi de l'Est. Exactement, donc parce que je veux dire, il y a des terres agricoles, oui, il y a beaucoup de familles qui sont en jeu, je veux dire, que ce soit des maisons, même si moi j'ai entendu à une réunion où les maisons, on pouvait les détruire et reconstruire, mais une forêt avec des arbres de plus de 100 ans, c'est pas possible. Je pense que je suis d'accord pour la forêt, mais je suis d'accord aussi pour les maisons et puis pour nos terres agricoles, parce que je veux dire, on a besoin aussi de manger à La Réunion, des produits locaux, et je pense qu'il est important de mettre l'accent là-dessus et de faire en sorte que de garder nos cultures, qu'on puisse aller vers autre chose que la voiture, parce que je veux dire, il y a des transports en commun qu'on peut je veux dire mettre en place à La Réunion. Et je vois pas pourquoi on irait toujours vers du tout voiture. On voit toutes les grandes villes en métropole passent au tramway. Je vois pas pourquoi nous à La Réunion on va aller que dans la voiture, quoi. À un moment donné, il faut se dire stop.
Et je reviens à ma question. La démarche, Antoine Fontaine, quelle doit être cette démarche de la population? Il va falloir qu'il y ait des gens comme Éric Marvilliers, comme Antoine Fontaine, ou comme Aurélie Dijoux et Sylvie Bruno, c'est de voir un petit peu comment vous allez vous porter la parole de ceux qui vont vous dire, voilà ce que nous on veut. Et ça, c'est important parce que il faudrait des porte-paroles, il faut des gens qui disent aujourd'hui, apparemment vous ne souhaitez aucun tracé, vous souhaitez que ça soit aménagé, vous souhaitez qu'on préserve les terres, on préserve les maisons. Donc, j'allais dire, vous avez presque un projet politique à défendre d'ici 2020. On est à un stade où on s'organise finalement. Ça a été un peu le côté, on va dire, positif de ce projet. Ça a été de permettre dans un laps de temps quand même relativement rapide, parce que tout à l'heure on disait que les premières réunions avaient commencé à 20 personnes et on était plus de 500 à toutes les dernières. C'est qu'il y a eu un travail de bouche à oreille considérable de fait, et que on voit bien, c'est un peu triste aussi quelque part, je dirais quand même, de se dire qu'il faut que les gens soient le nez dans le problème, qu'ils soient directement concernés pour qu'ils bougent, sans penser que de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que n'importe quelle personne sur ce type de tracé devrait se sentir concernée par le fait que demain on va exproprier peut-être des gens, et très honnêtement je souhaite à personne de vivre une expropriation, parce que c'est quelque chose de douloureux psychologiquement, c'est quelque chose de difficile aussi sur le plan juridique, parce que derrière tout ça, cette route elle met en évidence aussi deux autres problèmes. Sylvie, elle a évoqué l'agriculture, comment on se nourrit, l'alimentation, mais c'est la problématique des logements aussi. Où est-ce qu'on va mettre toutes ces personnes qui vont être expropriées demain? Donc c'est vrai que s'organiser, Éric parlait de rencontrer les élus. 4500 logements 4550 constructions. Il y a même une église dedans. D'accord. Donc c'est quand même un sacré chantier en matière de logement. Considérable. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une problématique quand même déjà criante du logement à La Réunion, de se dire qu'on va mettre encore toutes ces personnes-là à la rue. Je ne sais pas si elles vont aller loger à l'hôtel de région, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Mais c'est vrai que s'organiser aussi, je pense, sur le plan juridique, parce que on a des choses, des possibilités. Alors à mettre en place, des choses à mettre en place plutôt, contester déjà au niveau juridique ce débat public, parce que il a été complètement faussé. Alors c'est une procédure officielle qui est mise en place obligatoirement lorsque des travaux dépassent un certain montant, et de voir comment sur le plan juridique, parce que la Commission nationale des débats publics, elle n'a pas été très claire non plus aujourd'hui sur son positionnement, hein, parce que finalement elle a fait comme si les choses... J'ai regardé la composition des personnes qui ont animé ce débat. Est-ce que quelque part, là, sans vouloir jeter la pierre à la région, mais on n'a pas choisi non plus des techniciens, quoi. Je veux dire, il y a eu quand même du monde, un peu de. C'est pas le rôle de la commission. Elle est là pour organiser des débats. Elle veille à ce que effectivement il y ait l'information, à ce que la population puisse y participer. Elle n'a pas un rôle technique, cette commission, hein. Elle est là simplement en observateur. C'est un observateur. Transparence démocratique, on va dire comme ça. Je vous avais assisté au débat. Ça va faire sourire, mais j'ai vu une vidéo justement d'un des débats. Ne serait-ce que pour placer le cadre, ne serait-ce que pour vous mettre dans la situation. Je trouvais qu'ils avaient du mal, hein. Ah, mais toute cette démarche a été à titre personnel, et d'ailleurs je pense que le fait que l'une des dernières réunions se soit tenue au théâtre, ça a été une pièce de théâtre, hein. Vraiment, c'était un mauvais sketch, une mauvaise farce qui n'a pas fait rire grand monde. Ah si, j'ai fait rire du monde. Hormis Éric, effectivement, qui a fait rire beaucoup de monde dans la salle, parce qu'à un moment donné, finalement, l'humour, c'est un moyen de faire passer un message, et puis aussi quelque part de se soulager aussi, je pense, parce que derrière tout ça, quand même, psychologiquement, on s'en rend pas compte, mais il y a des personnes âgées, il y a des enfants même qui ont pris la parole et tout, et on voit toute l'angoisse qui se manifeste derrière leurs propos, toute l'inquiétude qu'ils ont de l'avenir qui est le leur, en se disant que
qu'est-ce qui va advenir de leur vie demain si ce projet est mis en place. Je rajouterais, Antoine, tout le dégoût et puis même de la violence. Moi, j'ai ressenti à certaines réunions des personnes qui tenaient des propos violents, donc c'est inquiétant pour notre société. En même temps, savoir qu'il y a des milliers de personnes qui vont se faire exproprier, des agriculteurs qui vont perdre leur terrain, ça aussi c'est de la violence. Tout à fait. Ça aussi c'est de la violence. Ouais. Donc du coup, tout le monde n'arrive pas à prendre le micro pour s'exprimer en alignant trois mots. Du coup, ils font parler leurs émotions. Tout à fait. Les émotions étaient oui. vraiment très très fortes à ce moment-là. Et c'est un petit peu, bon, comme c'était en débat public, donc ils pouvaient s'exprimer librement. Mais sinon, oui, c'était assez violent, oui. Mais c'est humain, hein, je veux dire. Et du coup, même il y avait humain. des personnes qui étaient en face, qui avaient rédigé le document de la région, justement, pour le projet. Et on voyait très bien sur leur visage qu'ils étaient à la fois atterrés par les propos qui étaient tenus et apeurés aussi. Hein, et on les a plus jamais revus ensuite. Hein. On les a vus. Non, c'était pas à Luc Donat, ça, c'était le 14 avril à l'Université du Tampon. La dernière réunion qu'il y a eu en présence de la région, c'était à cette date-là, à l'Université du Tampon. Et il y avait vraiment des personnes qui étaient très très chaudes. Alors, je sais pas comment je vais poser cette question-là, mais ça serait peut-être bien de voir un petit peu comment, à moins réduire un petit peu leur appréhension, leur angoisse. Je pense que Rijou, c'est voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous ayez moins peur, pour que vous ne viviez pas dans une angoisse permanente pendant 2 ans, quoi, parce que ça, vous savez très bien que ce genre de situation développe des maladies, crée des situations vraiment stress, particulières. Donc, comment faire pour que, même, qu'importe l'incertitude, mais au moins que ce stress ne soit pas permanent chez vous? Qu'il annonce officiellement que le projet est définitivement arrêté, annulé. Qu'il arrête complètement. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre... Non, il n'y a pas d'autre de solution. C'est la seule. Qu'il le dit oralement à la presse, c'est définitivement... Par écrit, oralement et par écrit, parce que oralement et écrit. c'est important avec nos hommes politiques que ce soit écrit, acté. Alors, même quand c'est écrit, c'est pas chez lui. C'est pas un problème, ça. Ça, c'est vous qui le dites. Non, ça c'est moi qui le dis, il n'y a pas de problème. Et on va le voir dans un instant, mais regardez ce qui est... Bon, alors je vais juste vous montrer 2 choses. D'abord, puisqu'on dit que c'est écrit, d'abord je voudrais vous montrer les projets de liaison au niveau de Saint-Pierre, parce que pourquoi je disais que ça concernait Saint-Pierre. Ça, c'est un document du SAR, du schéma d'aménagement régional que vous connaissez, et regardez les liaisons avec le bas, au niveau de la ravine des Cabris, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous paraît si on regarde bien le point rouge, c'est Saint-Pierre. Oui, le point rouge, c'est Saint-Pierre. Ouais. C'est vrai que tout le monde, c'est la grosse zone d'activité dans le sud, donc on peut comprendre qu'il y ait une influence considérable. Et je reste, moi, sur le fait qu'on n'a pas assez pensé pour nos transports en commun. Le terme n'apparaît pas, d'ailleurs, sur la carte que vous avez montrée, sauf erreur de ma part. Hein. Le terme. De transport en commun. Non, ça n'apparaît pas. On voit voie routière, nouvelle, mais à aucun moment, à la limite, si on fait une voie, on pourrait penser que cette voie, elle soit réservée uniquement au transport en commun. Et ça n'apparaît pas. D'accord. Et je vais vous montrer quelque chose qui va sans doute pas vous plaire, les prochaines étapes. Alors voilà ce qui a été décidé par ceux qui construisent ce projet. Donc les prochaines étapes, voilà ce que ça donne. Les études, les travaux. Et apparemment, la route devrait être livrée vers 2035. Si la route se fait, bien sûr. Tout à fait, oui. Voilà. Si la route se fait, c'est pour 2035. Et pour un coût, bien sûr, de à peu près entre 580 et 600 millions d'euros. Ma question, cette route-là, elle était dans un débat déjà en 2014, puisque y en a qui ont parlé dans leur programme au municipal. Oui. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a quand même des problèmes qu'on n'a pas encore parlé. C'est-à-dire ? On n'a pas parlé, par exemple, des commerçants, tout simplement. Quand on regarde, par exemple, en ce moment, il y a un projet dont on parle sur l'est de l'île, de l'autre côté de l'île, de la route des Hauts de l'Est. C'est un projet qui va en fait permettre de faire une liaison entre Saint-Benoît et Saint-Denis.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'actuelle route nationale 2, c'est la route nationale 2, entre Saint-Benoît et Saint-Denis, avant, ça passait par toutes les villes. Oui. Saint-Benoît, Bois-Panon, Saint-André. Ça passait par tous les centres-villes, surtout. Oui, surtout par tous les centres-villes, voilà. Bois-Panon, Saint-André et Sainte-Suzanne. Ça arrivait à Sainte-Marie aussi, et ça arrivait à Saint-Denis. Cette route nationale-là, actuelle, est donc déjà un contournement. Elle passe En 99. Elle sort à Saint-Benoît, elle contourne Bois-Panon, Voilà. En elle 99. contourne Saint-André par la rivière du Mât. Novembre 99, Bois-Panon est détourné. Ouais. Est contourné, pardon, excuse-moi. Mais c'est exactement le même terme, dans notre cas. Et en mars 2002, Sainte-Marie est contournée. Ouais. Donc, c'est une route qui, apparemment, a même pas 20 ans. Ouais, 94, on va dire. Voilà, 94, allez, 20 ans, 25 ans. 25 ans, cette route a été faite pour fluidifier la circulation entre Saint-Benoît et Sainte-Marie et Saint-Denis. D'accord. Et aujourd'hui, la route des Hauts-de-l'Est, ce serait donc une contournante de cette contournante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'embouteillages sur la route nationale actuelle, qui elle-même est déjà une contournante. Donc, est-ce qu'une contournante résout les problèmes d'embouteillage ? Non, déjà. Surtout quand il pleut, les embouteillages à l'entrée de Saint-Denis commencent à Thibazard, Saint-André. Voilà. Donc, on va faire une contournante de contournante. Une vingtaine de kilomètres d'embouteillage pour une contournante. C'est extraordinaire. Donc, déjà, on prouve déjà que c'est pas très utile. Après, au niveau des commerces, toutes ces villes, depuis Saint-Benoît jusqu'à Saint-Denis, toutes ces villes qui ont été auparavant traversées par la route nationale, ont vu une désertification de la population et des commerces. Parce que les commerces n'avaient plus de véhicules qui passaient devant leurs portes. Enfin, il y en avait beaucoup moins. Et donc, il y en a beaucoup qui ont fermé leur établissement. Il y a eu beaucoup de licenciements. Et aujourd'hui, même encore en 2014, justement, qui était une date qu'on va surtout bien parler dans un instant, 2014, on a la population de Saint-Benoît, les commerçants qui disent que Saint-Benoît est devenu une ville fantôme, une ville dortoir. Donc, les commerces qui, eux, sont sur la route nationale 3, pour en revenir à la route des Géraniums, vont voir il y a des commerces, mais il y a aussi des hôtels. Quand on parle de tourisme, il y a des restaurants, il y a des entreprises de services qui, par exemple les stations-service et autres, qui sont aussi là et vont voir leur chiffre d'affaires baisser. Et donc, on va avoir encore des pertes d'emplois. On va avoir des entreprises qui vont fermer. Tout ça parce qu'il y aura moins de véhicules qui sont passés. Et je crois qu'Antoine Fontaine a déjà démarché un petit peu au niveau des commerces au tampon. On est allé les voir en fait, parce que c'est vrai, les commerces dont parlait Eric, ce sont les petits commerces. Et on est allé à leur rencontre, effectivement. On n'a pas vu tout le monde, malheureusement. On n'a pas pu voir tout le monde parce que la route nationale 3, elle est quand même longue. Et puis le centre-ville du Tampon, il y a quand même aussi un certain nombre de commerçants. Hein. Et donc, déjà, un défaut d'information quand même à l'égard de ce secteur d'activité, mais à l'égard aussi de d'autres secteurs d'activité. Hein. Les agriculteurs n'étaient pas informés, enfin la population n'était pas informée. Il y a vraiment eu un gros déficit d'information, de communication autour de ce projet. Et Eric, il a complètement raison. Et je pense que derrière tout ça, c'est une vision aussi hein, qu'on porte du développement de la Réunion. C'est la disparition des petits commerces. Et qu'est-ce que l'on voit installer sur ces projets de contournantes? Ce sont des grandes surfaces. Ce sont des stations-service. Et c'est vrai que derrière tout ça, vous parliez de l'emploi en début, on disait que les routes, ça crée de l'emploi, mais ça crée de l'emploi sur un laps de temps, en fait. C'est de l'emploi toujours précaire, c'est de l'emploi temporaire, alors qu'un petit commerce, c'est de l'emploi pérenne sur un long terme qui répond à un besoin. Et donc, ces grandes surfaces qui poussent comme ça, comme des champignons, qui sont assez moches d'ailleurs, ces champignons hein, que l'on voit partout se développer à La Réunion, qui sont en train de gâcher les paysages réunionnais. On est en train de reproduire ce même schéma de développement qui arrive de l'extérieur, qu'on l'importe ici à La Réunion. Et c'est vrai que derrière tout ça, c'est de l'emploi précaire. Les grandes surfaces, c'est de l'emploi précaire qu'on crée. Les stations-service, les pompistes, sans arrêt, on remet en question le fait qu'ils existent encore aujourd'hui à La Réunion. C'est comme les caissières des grandes surfaces aujourd'hui. Exactement, on est en train de les supprimer aussi. On met des machines. On met des caisses automatiques. On met des caisses automatiques petit à petit. Et finalement, tout ce genre de projet qu'on présente comme créateur d'emplois, en fait, derrière, ils détruisent beaucoup plus d'emplois
qu'il n'en crée réellement. Et c'est vrai que les centres-villes dont parlait Eric, ce sont des centres-villes qui sont aujourd'hui en train de mourir, et qu'il n'y a pas de réelle politique de développement économique. On se demande même ce que fait la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion dans tout ça, qui est censée, elle, défendre soi-disant, même la Chambre d'artisanat, qui est censée soi-disant défendre les petits commerces et les artisans. Ils sont complètement absents de tous ces projets. Ils ne défendent pas du tout leurs ressortissants et les petits commerces et les artisans qui sont créateurs d'emplois. La Chambre d'agriculture, l'agriculture, c'est quand même un milieu qui crée des emplois indirects considérables, en plus qui permet de nourrir la population. C'est-à-dire que tout ça entretient le système de dépendance dans lequel on est à La Réunion, de vie chère, et tout fonctionne très bien. Un certain nombre de personnes en tirent le plus grand bénéfice, les lobbies, les grandes multinationales qui construisent ces routes, Vinci, Eiffage, qui font des milliards et des milliards sur le dos des Réunionnais, parce que derrière, c'est quand même de l'argent public, c'est l'argent de nos impôts qui permettent de payer, de financer, d'enrichir Vinci et Bouygues sans que nos conditions de vie ne soient améliorées. Et à côté de ça, on détruit justement notre tradition quelque part, parce que je veux dire, dans les petits commerces, on parle à notre boucher, on parle avec les petits commerçants, et ça, je trouve que c'est important qu'on garde ça. Ça fait partie aussi de La Réunion. Merveilleux. Oui, c'est exactement ça. Je voulais ajouter quelque chose, mais je crois que je l'ai oublié entre-temps. C'est une chose qui arrive. Ouais. Ah oui, juste pour vous dire que tous les Réunionnais en fait sont concernés parce que tous les Réunionnais payent des taxes, tous les Réunionnais payent des impôts. Même la personne qui va à la boutique pour acheter une bière, il paye sa TVA sur sa bière. Donc lui aussi il est concerné. Donc lui aussi il doit pouvoir profiter de cet argent public. Donc là, tout concentré sur Saint-Pierre-Tampon pour une route qui justement contournera 10% des véhicules, il faut que lui aussi puisse en profiter. Voilà. Donc, pas obligatoirement cette route-là, améliorer ce qui existe déjà, je pense déjà, c'est une première solution. Et ensuite passer sur les transports en commun et les modes doux. Il y a eu des propositions d'ailleurs lors des débats, de personnes qui ont donné des rues bien précises qu'on pouvait élargir et améliorer complètement la circulation. Donc je pense que c'est beaucoup plus sain et plus, comment dirais-je, plus simple. Oui. J'allais dire que le débat politique, finalement le débat politique vous le faites, puisque vous êtes dans les propositions, vous êtes dans une vision de développement économique, vous avez déjà les arguments, ce qui veut dire que vous serez dans le débat d'ici 2020, parce que le débat a commencé, donc vous avez dit d'ici 2020, la route des géraniums sera un des éléments clés de 2020, puisque le maire qui sera, ou la maire qui sera en place, portera ce projet avec la région, si la région maintient bien sûr ce projet. Comment pensez-vous que vous devez agir, avancer? Et je vais être direct et catégorique. Est-ce que vous pensez que vous devriez être dans le débat des municipales de 2020 si on ne vous écoute pas? Pour être dans un débat, encore faut-il qu'il y ait un contradicteur. Les politiques, les élus sont absents de ce débat. On les a jamais rencontrés. Si vous voulez, à l'occasion des réunions publiques qu'il y a eu quand même un certain nombre de réunions publiques, il n'y a pas eu un seul élu présent. Il y en a eu deux. Il y en a eu des émissaires. Oui, deux, on va dire. Le premier qui a été là, mais effectivement, on peut pas parler de débat. C'était une conférence de presse. Je parle pas de débat. C'est Monsieur Fournel qui est en charge de ces grands projets à La Réunion. Il y a eu Madame Coipel aussi qui nous a parlé de ses mais je veux dire, très honnêtement, quand il y a eu ces réunions de débat public, lieu où cela nous permettait d'échanger avec le porteur de projet, aucun élu, aucun politique n'était présent. Et aujourd'hui, on le voit bien, la communication se fait entre les élus par des communiqués de presse. À aucun moment, un élu n'est venu expliquer, défendre, ne serait-ce que même peut-être déjà le principe de base de s'excuser de la façon dont ils ont apporté ce projet auprès de la population, parce qu'ils oublient quand même que c'est nous
qui les mettons en place. C'est pas nous qui sommes déférents, qui devons être déférents envers eux, c'est eux qui devraient nous remercier d'avoir voté pour eux, pour travailler au service de l'intérêt général et pas au service de leur réélection ou au service des lobbies qui existent. Et donc, pour pouvoir débattre, il faudrait qu'ils soient là, qu'ils aient le courage de descendre, de venir nous rencontrer, de venir discuter avec nous, mais ce courage, ils ne l'ont même pas aujourd'hui. Donc c'est clair que je ne sais pas comment les choses vont évoluer dans l'avenir, mais en tout cas, je pense que les Tamponnais, les Saint-Pierrois, les Réunionnais en général, aujourd'hui, on le voit bien, il y a ce besoin de débattre, ce besoin de participer. Les gens s'intéressent, même s'ils ne croient plus dans les élus qui sont en place, mais ils s'intéressent à la politique, ils s'intéressent à leur cadre de vie, ils s'intéressent à l'avenir de leurs enfants, ils s'intéressent à leurs parents, aux anciennes générations qui sont en train de mourir et de crever ici à La Réunion. Donc c'est clair que dans ce débat qui va avoir lieu à l'occasion des élections, ça va être pour nous l'occasion d'avoir une tribune pour que les élus, les politiques, ceux qui ambitionnent de porter un projet pour le tampon ou pour Saint-Pierre ou pour la région, qu'ils nous apportent une vision de quelque chose. Aujourd'hui, ils n'ont rien à apporter, ces élus-là. Ils n'ont aucune vision de rien du tout, si ce n'est leur portefeuille et leur réélection. Hein. Donc c'est sûr que on va s'impliquer de toutes les façons. Et je pense que Éric le disait déjà tout à l'heure, mais l'aspect juridique, moi je vais m'y impliquer parce que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui touche à l'environnement, c'est un sujet qui touche à la participation du public. Il faudra aussi aller sur ce terrain-là, parce que la loi, peut-être qu'elle n'est pas adaptée aussi finalement à ce type de situation, qu'elle ne donne pas suffisamment d'armes aux citoyens pour se défendre contre ce type de projet, et voire même, je dirais que peut-être que la loi, elle est là justement pour écraser un peu plus les citoyens. Quelqu'un veut conclure, parce qu'on arrive à la fin là. C'est important que l'ensemble de la population se rassemble et s'implique, parce que je pense que, comme on dit, l'union fait la force, et face à nos politiques, c'est le seul moyen. Et qu'on va pas se laisser faire. Ça, c'est en tout cas, Oui. ça, aujourd'hui, vous en avez la certitude. Oui, vous allez vous battre. Oui. D'accord. Yvan Villiers, la sensibilisation, apparemment, la mobilisation est lancée. Quelle va être la prochaine étape? Les prochaines étapes, c'est de repasser voir tout le monde. Leur dire, on garde vos informations, on vous tient au courant de l'avancée. Suivez-nous, on va se battre pour que ce projet-là soit annulé. Ensuite, si on n'est pas entendu et que ça reste pendant 2 ans, on prendra les dispositions nécessaires, on va s'organiser pour 2020-2021, je pense. D'accord, écoutez, on va accueillir d'autres personnes là-dessus. J'espère qu'on aura la région, j'espère qu'on aura aussi la mairie du Tampon. J'espère également avoir Nathalie Bassir, Anaïs Patel, Jean-Jacques Vaudy et d'autres pour les paillettes à la rigueur, pour débattre de ce projet, et tous ceux qui souhaiteraient venir donc dire ce qu'ils pensent et apporter des éléments au débat. En tout cas, c'est ouvert, on ouvre le débat sur Télécréole, aussi bien dans Info Politique, on le fera également dans la réunion Léla, puisqu'on recevra des personnes de temps en temps pour voir un petit peu leur émotion, l'évolution de cette situation. Merci à Aurélie Dijoux, merci à Sylvie Bruno, merci à Éric Marvilliers et à Antoine Fontaine. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. En tout cas, c'est toujours un bon moment à passer avec vous. Merci à Lalaine, merci à François pour leur collaboration technique. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Et moi, je vous dis, portez-vous bien, continuez même votre soirée sur Télécréole. À bientôt. Bonsoir chez vous.